De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Il va nous rester 30 minutes. Ou 29 minutes pour essayer de comprendre. Je sais qu'il nous en faudrait un peu plus, mais on a déjà tracé d'un point de vue politique les enjeux qui pouvaient y avoir. Vous vouliez rajouter quelque chose? On passera après au point de vue commercial, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense que beaucoup de gens vont découvrir. En préparant le sujet, on a découvert beaucoup de choses d'un point de vue commercial sur les relations Maroc-Suède. Juste encore pour réagir de ce côté-ci de la Méditerranée et du Maroc, pour dire que cette crise est une occasion pour le Maroc, pour qu'il puisse introduire dans ses critères, en plus de la reconnaissance, des critères comme l'embargo, le boycott, la guerre économique. Il ne suffit pas de reconnaître ou de retirer la reconnaissance de la race, mais voir aussi ce qui se passe derrière. Quand comme vous le disiez tout à l'heure, les légumes et fruits sont interdits, marocains sont interdits de supermarchés, quand le gouvernement suédois incite les entreprises, les investisseurs à ne pas investir au Maroc et précisément à cause du Sahara. Je crois que ce sont là autant d'éléments qui doivent aujourd'hui servir la diplomatie marocaine et être introduits comme éléments dans la diplomatie marocaine. C'est l'Odani. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une chose aussi qui est très importante et me semble substantielle pour décrire cette situation de crise entre le Maroc et la Suède, c'est que au Parlement européen, par exemple, toujours les 20 parlementaires suédois étaient contre les accords de pêche et de l'agricole. Et aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que la position de la Suède, lorsque le Maroc a été octroyé par l'Union européenne comme étant un partenaire privilégié, le statut avancé, la position de la Suède, il était mitigée. Il n'était pas une position vraiment ambitieuse pour essayer de créer des mécanismes de coopération, des partenariats privilégiés avec ce pays. Donc, je pense aujourd'hui, c'est l'occasion d'essayer de dire les choses vraies, d'essayer d'informer l'opinion publique, la société marocaine sur la réalité de cette crise. Il n'y a pas que la reconnaissance, comme il a dit madame, donc il y a le problème de boycott, il y a un embargo contre les intérêts suprêmes du Maroc, les intérêts économiques. Il y a une guerre, une véritable guerre économique entre le Maroc et la Suède. La Suède mène une guerre contre les intérêts du Maroc partout dans le monde. Il y a un ciblage de toutes les entreprises mondiales ayant une participation des fonds souverains suédois, comme l'exemple de la société canadienne Agrium, qui a vu que les parts, les fonds souverains suédois se sont retirés parce qu'ils travaillaient avec certaines entreprises marocaines. Ça, ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut vraiment informer la société marocaine, c'est que ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une vraie guerre. C'est essayer de réduire le Maroc, essayer d'affaiblir le Maroc, essayer d'affaiblir le citoyen marocain. Parce que quand on parle, par exemple, de détournement des aides humanitaires allouées par l'Union européenne au séquestre de titres, pourquoi le gouvernement, pourquoi l'État de Suède n'a pas réagi? Pourquoi ce silence incompréhensif vis-à-vis de cette situation qui a vraiment bougé, tout le monde en a parlé. Malheureusement, en Suède, on ne parle pas, malgré que la Suède, c'est un pays qui est champion des droits de l'homme. Alors, on va regarder le reportage, on parlera de la guerre commerciale, on parlera aussi du boycott qu'il y a en Suède de certaines enseignes de grande distribution. Il y en a, ça aussi, on l'a découvert, on va l'expliquer. On regarde le reportage de Manal Al-Ardari. L'opinion publique marocaine le sache. L'économie, le maître mot des relations entre Rabat et Stockholm. À fin 2013, la balance commerciale entre le Maroc et la Suède s'est affichée déficitaire au détriment du Maroc, avec un solde commercial estimé à 3,05 milliards de dirhams selon l'Office d'échange. La balance commerciale est donc largement en faveur de Stockholm. Toujours en 2013, les exportations marocaines vers la Suède ont atteint un montant global de plus de 490 millions de dirhams, soit une augmentation de 38% par rapport à 2011. Une progression liée notamment aux ventes de voitures, de tourisme et de poissons. En revanche, les importations marocaines depuis la Suède ont régressé de 17% en 2013. Elles sont passées de 4,29 milliards de dirhams en 2012 à 3,55 milliards de dirhams en 2013. Une baisse constatée surtout au niveau des achats gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures. Les communautés d'affaires des deux pays ont créé un conseil d'affaires Maroc-Suède en 2009. Objectif, promouvoir et protéger les investissements du Maroc et de la Suède. Bien.
Alors, c'est vrai qu'on va revenir sur les relations. On a bien vu les relations commerciales qui existent entre la Suède et le Maroc. Alors, c'est vrai qu'on voit que la balance commerciale entre la Suède et le Maroc, on l'a bien vu, elle est déficitaire au détriment du Maroc. Un peu plus de 3 milliards de dirhams en solde négatif. Ça, c'était en 2013. Juste quelques chiffres. La Suède, c'est le 44e client du Maroc. C'est notre 22e fournisseur. Et le Maroc, c'est le 72e fournisseur de la Suède. Ça, c'est juste pour avoir un petit aperçu au niveau commercial. Avant qu'on voit quel impact ça peut avoir, je voudrais juste reprendre ce cas de boycott d'enseignes en Suède. Ça, je l'ai découvert, je vous le cache pas. Et ça concerne quoi exactement? Alors, écoutez, moi, je vois ça du point de vue du droit international comme des sanctions économiques contre le Maroc. Et des sanctions économiques qui dépassent, disons, la question du Sahara. Ça touche l'ensemble des intérêts marocains, non seulement en Suède et en Europe, mais dans le monde entier, parce que, bon, comme mon collègue vient de souligner, il y a vraiment une position hostile. Mais c'est dans un secteur clé, hein, quand même. Bien sûr. Le phosphate, on a l'agriculture, oui, la pêche. Ouais. Ça veut dire que produits pharmaceutiques de poissons. Cela dépasse justement un point de divergence entre le Maroc et la Suède. Mais ce qui me semble encore plus grave, c'est que pourquoi avons-nous attendu depuis 2008, 2009, le début de la crise, 2013, ça s'est confirmé au niveau des sanctions, qui ne disent pas leur nom, unilatérales d'ailleurs. Hein. C'est une arrogance de la part de l'État suédois vis-à-vis du Maroc pour déclencher cette crise. Il aurait fallu alerter l'opinion publique et prendre des mesures au niveau de la diplomatie marocaine, au niveau des relations entre le Maroc et la Suède, depuis déjà 2013, et si ce n'est avant. Alors, j'ai un tweet qui nous dit « La diplomatie marocaine doit faire preuve de plus d'agressivité, à rester toujours courtois. Le Maroc doit à chaque fois ramer. » Ça, je vous lis le... En tous les cas, on n'a pas le choix aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise diplomatique, que je peux qualifier, si vous acceptez le terme, d'une manière un petit peu souple, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie marocaine doit revoir ses papiers. Bien sûr, il y a la responsabilité est engagée. Parce que quand on parle des pays scandinaves, il y a un vide diplomatique d'ailleurs dans cette région. Le Maroc, il est méconnu dans la société civile, même chez les sportifs. Hein. Donc on connaît Hicham Grouj, on connaît Nawal Moutouki, mais on ne connaît pas la culture marocaine, on ne connaît pas l'histoire du Maroc. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine doit revoir ses papiers, doit revoir ses copies, doit revoir sa façon de concevoir la politique étrangère marocaine, surtout dans une région qui est très très importante, qui est la région et surtout l'axe Genève-Stockholm-Oslo. Alors, juste pour revenir... Juste par rapport à la guerre économique. Oui, la guerre économique, après revenir au boycott, parce que les boycotts, c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de qui? D'où ça émane, tout ça? Gouvernement, société civile, etc. Et quand on voit qu'il y a 4 chaînes de distribution, je les cite... Pas 4, 7. Alors bon, j'ai le nom de 4. Axfood, Coop, Issa, Bergendals, je n'ai pas les autres. Mais ce sont des sociétés privées. A préparé le climat. Mais ce sont des sociétés privées. En donnant l'exemple. Non, ce ne sont pas des sociétés privées. Non, ce n'est pas des sociétés privées à 100%. Il y a donc des actions de l'État. Par exemple, on parle de ECA, de Bergende, de Axfood, de Coop, de Himcoop et de Willis. Donc il y a une participation de l'État. Il y a l'État aussi qui joue un rôle très important. Donc je pense aussi qu'on parle de... Voilà. Il y a la responsabilité de l'État suédois, donc elle est là, il est présent. Donc malheureusement, ce que nous devrons essayer de faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder les choses avec une autre manière. Par exemple, quand on parle, et ça c'est une chose plus grave que les supermarkets suédois, c'est que les fonds d'investissement, les grands fonds d'investissement, quand on parle de fonds d'investissement Foxman suédois, donc il n'a jamais essayé d'aider le Maroc ou bien d'investir au Maroc. Pire que ça, c'est qu'il interdit à toute entreprise qui travaille donc, avec le Maroc et dans les fonds suédois, ils ont une participation à l'intérieur, refuse, donc il interdit à toutes les sociétés donc, de travailler avec le Maroc. C'est l'exemple d'ailleurs, comme je viens de dire, de Agrium, l'entreprise canadienne. Absolument, juste pour poursuivre
par rapport à cette idée que vous venez de développer, c'est que la Suède est très présente, par exemple, dans le centre Kennedy, qui est connu pour son activisme contre les intérêts du Maroc et contre le Sahara. Dans ce sens où la Suède aide, finance des activistes pour qu'ils se mobilisent contre cette question. Et pour revenir à la guerre économique ou pas, la Suède est-elle en train de livrer... Est-ce qu'on peut parler, voilà. Le vocable est important. Voilà. On peut parler de guerre. Non, voilà, juste pour dire... Du point de vue droit international, c'est très difficile d'utiliser le mot guerre, parce que là, les mots ont un sens, il a un poids juridique, donc il vaut mieux parler d'hostilité jusqu'à présent. Mais la guerre économique, c'est plus que de l'attention. On est dans une logique à double sens. Je pense qu'on peut parler de boycott. Je pense à la lumière de la géopolitique internationale, de ce qui se passe dans le monde, on ne peut parler que d'une guerre économique. Absolument. Il faut le dire les choses comme ça. Non, c'est pas une guerre économique dans le sens propre du terme, c'est pas péjoratif. Mais il y a une sorte d'hostilité qui a dépassé certains niveaux, donc on parle d'une guerre économique. Voilà. Le Maroc n'est pas dans une logique de guerre. Qu'on boycotte, qu'on fait un embargo, ça c'est une guerre. Absolument. Oui, mais dans la guerre, ça oppose deux parties au moins, alors que le Maroc n'est pas partie prenante de cette guerre. Voilà. Il y a une guerre qui est imposée à... Le Maroc est plus sage, s'il vous plaît. Le Maroc est sage, il a une diplomatie très posée, et à mon sens, il mesure le pour et le contre avant d'aller dans un sens ou dans l'autre. Jusqu'à présent, restant un peu... n'insulte pas l'avenir, les relations peuvent s'améliorer et, à mon avis, aussi, nous devons contribuer à cet élan de réconciliation. Non, personne n'insulte l'avenir, professeur, mais on essaye un petit peu d'analyser... s'il vous plaît. Juste pour dire, bon, vous posiez la question, sommes-nous dans une guerre économique que livrerait la Suède au Maroc? Pas tout à fait, vous avez raison de le souligner, dans le sens où d'abord le Maroc n'est pas une puissance économique qui fait concurrence à la Suède. Mais par contre, ce que je voudrais dire et répéter avec force, c'est que cette guerre économique qui est menée par la Suède a d'abord et avant tout un fondement politico-idéologique. Quand Stockholm appelle au boycott, met en place un boycott contre les produits marocains labellisés Maroc saharien, elle présente ça comme une bataille de l'éthique. Donc, pas question pour elle... Juste pour que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'en Suède, on voyait des pancartes, on n'a pas réussi à voir mais il y a eu des pancartes avec boycotter les produits sahariens. Alors, on appelle à boycotter et les produits marocains sahariens n'arrivent pas jusqu'au supermarché suédois. Je crois qu'aujourd'hui, ça, les Marocains et les Marocaines qui nous regardent doivent le savoir, le réaliser, le comprendre. Et pas question donc pour les Suédois que des produits issus d'une terre colonisée, entre guillemets, viennent investir les rayons des supermarchés ou bénéficier de financements suédois. J'ai relevé tout à l'heure, vous dites, bon, le Maroc n'est pas une puissance économique, c'est ce que vous avez dit, qui va faire de l'ombre à la Suède. Mais quand même, il y a du business. Il y a un moment, il y a du business. Bon, quel que soit le niveau de business. Ils ne veulent pas notre poisson, ils ne veulent pas nos tomates, mais ils veulent bien venir au Maroc pour entrer et investir le marché africain. Si les relations diplomatiques sont rompues, qui perdrait? Ça, c'est la grande question que tout le monde s'est posée depuis le début de cette affaire. Si les relations diplomatiques sont rompues, qui perdra économiquement? Le Maroc ou la Suède? Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas aller vraiment abonder dans le sens de la logique de guerre et de position, disons, forte entre le Maroc et la Suède, pour double raison. La première raison, c'est d'abord au niveau diplomatique, on n'a pas besoin d'avoir un ennemi de plus. C'est qu'il faut, sachant raison garder, comment ramener la Suède dans le giron de la communauté internationale. Il se met de plus en plus au banc justement de la logique internationale de l'ONU, en allant en s'opposant déjà au Conseil de sécurité, en s'opposant à l'Union européenne et sa politique qui reconnaît que l'affaire est entre les mains des Nations unies. Et en aucune manière, nous devons prendre des décisions unilatérales qui peuvent nuire au processus de paix. Mais du point de vue économique, le Maroc il a besoin de s'ouvrir sur le monde. Et l'ouverture sur le monde, bien entendu, tout en gardant ou faisant attention à ses intérêts stratégiques et à ses intérêts nationaux, on doit aussi voir que du point de vue économique, nous pouvons prendre des sanctions, nous pouvons répondre par des sanctions, ça veut dire le principe de la réciprocité, mais il faut attendre pour voir si le gouvernement suédois
qui dit qu'il n'a pas reconnu et que la question de la reconnaissance de la race n'est pas sur la table du gouvernement, n'est pas dans les agendas du gouvernement, mais en même temps lui dire oui, faites attention parce que vous allez dépasser la ligne rouge pour le Maroc. Parce que la question du Sahara est une question nationale, sacrée. C'est exactement comme pour vous. Ça pourrait l'être la question de l'époque nazie ou l'occupation nazie de la Suède. Pour nous, la question nationale, c'est une sacrée. L'unité nationale, c'est une sacrée. Voilà, je pense. Après, je vais vous lire quelques avis d'experts sur le droit international parce que ça serait intéressant. Moi, je pense, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on dépasse le discours philanthropique, le discours émotionnel. Aujourd'hui, il y a une réalité. Quand on voit que 8 fonds d'investissement suédois se retirent des capitaux des entreprises importantes, le phosphate comme C20, Upfend, Foxaman, KPA, Oman Funds, Nordea, Funds AP, ça c'est une... Voilà. Comment on peut qualifier ça? Comment on va qualifier ça? C'est de l'hostilité. Moi, je pense tout ce qui est... Ça touche la poche des Marocains, ça? Juste pour... Parce que là, on parle de fonds d'investissement. Justement, pour vous répondre directement, Faisal, oui. Quand vous parliez d'intégrité territoriale, de ligne rouge à ne pas dépasser, oui, d'accord, 1000 fois d'accord, mais il y a en même temps aujourd'hui la question économique qui devient une ligne rouge à ne pas franchir. Le Maroc est dans une construction démocratique, un modèle de développement dans les provinces du Sud, une régionalisation avancée. Tout à fait. Et comment veut-on réussir ce projet si nous sommes face à un boycott économique, à un embargo économique? C'est pour ça que je le disais en début d'émission, la question de la reconnaissance ou pas n'est finalement que formelle. Ce sont les intérêts économiques, les enjeux économiques en présence qui sont aujourd'hui importants et qui sont, je pense, défendus et doivent être défendus par la diplomatie, les pouvoirs publics, les partis politiques, la société civile, la CGEM, etc. Je vais vous lire des réactions d'experts, notamment un ancien ambassadeur américain, un ancien diplomate américain, qui a cité la phrase suivante: la Suède interfère ainsi avec la neutralité consubstantielle au processus onusien au moment où le Maroc fait preuve de bonne foi quant à une solution de compromis sous l'égide des Nations Unies sur la base du plan d'autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine. Mais je vais très loin, plus que l'ambassadeur américain. Soyons clairs, Peter Van Walsum, en 2016, c'est un Suédois, qui a dit clairement que le projet de l'autonomie marocaine, c'est un projet réaliste et réalisable. Et c'est qu'on ne peut pas créer un État-lige factice dans une région qui est en train de se métamorphoser et qui est menacée par des groupuscules terroristes. Ça, c'est quelque chose de très fort. Moi, je pense que le gouvernement suédois doit s'inspirer de ces déclarations de son homme politique qui est Peter Van Walsum. D'ailleurs aussi, une chose qui est très importante, c'est pourquoi j'ai dit au début que la Suède s'engloutit dans une paupérisation de la géopolitique internationale. Il ne maîtrise pas sa géopolitique. Parce que quand on parle d'un processus onusien donc, qui a été déclaré, qui est sous l'égide des Nations Unies, donc il faut vraiment aller dans ce sens. Il ne faut pas que j'essaye de s'écarter et de dire voilà, donc il faut que je reconnaisse ça pour ça. Je pense aujourd'hui, c'est ça le problème de la Suède, il y a une méconnaissance de la question du Sahara. Et cette méconnaissance, moi je pense que c'est justifié dans le sens que le fait d'aller jusqu'à nuire à ce processus de stabilisation de la région, c'est-à-dire que ce pays, vraiment, il n'a pas une connaissance très fine dans ce sens. Mais aussi et que personne n'a intérêt à avoir... Mais d'un point de vue droit international, je lis un autre expert, c'est un expert britannique en droit international, qui est George Ballington, je vous le lis parce que c'est intéressant. L'initiative suédoise constitue un vice de procédure, j'aimerais bien arriver sur le plan du droit, un vice de procédure et une violation flagrante des règles du droit international qui vient saper le processus, ce que vous avez dit, saper le processus de paix des Nations Unies et semer la zizanie dans une région déjà plombée par les tensions sociales, politiques, etc. Parce que le Polisario ne dispose pas de 3 critères. Il n'y a pas une population fixe, il n'a pas un territoire, il n'y a pas un gouvernement. Donc vous allez reconnaître quoi? Vous allez reconnaître. Personne n'a intérêt à avoir un micro-État dans cette région. J'aimerais bien ça le clarifier, c'est qu'en Afrique, il y a 17 mouvements séparatistes. Il n'y a pas que le Polisario. Il y a 17 mouvements séparatistes. Il y a en Éthiopie, en Nigeria, au Kenya, au Somalie, au Tchad. Donc il y a plusieurs mouvements séparatistes. Si on ouvre la porte de reconnaître comme ça systématiquement chaque mouvement, donc c'est-à-dire on va créer des États-liges, on va essayer de disloquer donc tout ce continent qui, je pense aujourd'hui, le moteur de la stabilisation du monde entier. Alors du point de vue droit international, la Suède justement enfreint la règle de la neutralité vis-à-vis du processus qui sont en cours. Ça veut dire que
l'idée est la recherche d'une solution négociable acceptable par les deux parties. Le préalable à cette règle, c'est justement d'avoir la même distance vis-à-vis des belligérants ou des forces en opposition. Par sa politique véhémente à l'égard du Maroc, la Suède enfreint la règle de la neutralité sur des dossiers aussi importants que celui-là, et il se rapproche plus d'un côté contre l'autre. Et là, elle faillit à cette règle de neutralité parce que le Maroc n'aura plus confiance à la Suède pour présider une commission des droits de l'homme ou même avoir un siège au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que elle épouse une cause pour nous qui n'est pas juste, absolument pas, pour les autres elle est juste, mais déjà pourquoi se mettre dans une situation de fragilité vis-à-vis des deux parties en conflit alors qu'on vous fait confiance pour trouver une solution acceptable par les deux parties. Oui, juste pour abonder dans le même sens, ce que je retiens, moi, de cela, c'est qu'aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, la Suède veut remettre les compteurs à zéro par rapport à la question du Sahara, en balayant d'un revers de la main la solution politique mutuellement acceptée de tous, etc. Tout cela ne compte plus pour elle, sachant que cette solution je lis juste la déclaration de Margot Wallström, est défendue qui est la ministre par la suédoise des Affaires étrangères. internationale. Nous ne pensons pas qu'il y ait un impact sur nos relations bilatérales. Nous n'avons pas pris de décision sur la question de la reconnaissance. Nous allons y revenir. Mais je répète, je cite Margot Wallström, mais je répète qu'il n'y a aucun projet de reconnaissance de la race sur la table en ce moment. Oui, voilà, mais elle laisse une marge de manœuvre. Oui. La ministre, pardon de vous interrompre, la ministre des Affaires étrangères suédoise, puisque la déclaration officielle, et elle l'a dit elle aussi, c'est qu'aujourd'hui, la question du Sahara est soumise à un examen interne, national, en Suède, et qu'une décision sera prise à l'aune de l'opinion publique suédoise. Absolument. Et donc, elle ne préjuge de rien, la ministre. Il faut bien le dire aujourd'hui. Un spécialiste de la communication verra qu'il y a deux mots-clés qui peuvent vraiment faire éclater la déclaration, c'est qu'en ce moment, il y a pas la question de la reconnaissance n'y est pas. Mais le problème, ce n'est pas la question de la reconnaissance qui nous fait tant de mal. Il y a aussi des actions hostiles aux intérêts économiques nationaux au niveau international qui nous font mal. On l'a bien compris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il nous reste 5 minutes. On ne va pas régler le problème maroco-suédois en 5 minutes, mais la riposte. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de riposte. De quelle manière on riposte? Et j'ai posé la question tout à l'heure business. Parlons business tout simplement. Et je répète la question qui est dans le tweet. Si les relations diplomatiques sont rompues, en gros, qui a le plus à perdre dans cette histoire d'un point de vue économique? Oublions le côté géopolitique, on y a répondu. D'un point de vue économique. D'un point de vue économique, le Maroc doit réagir d'une manière très importante et d'une manière féroce, parce que le Maroc il est déficitaire dans la balance commerciale qui nous lie avec ce pays, la Suède. Bien évidemment, le Maroc, il a des partenaires qui sont plus importants et qui sont fidèles à sa façon de concevoir les choses dans la région du Maghreb et au nord d'Afrique. D'ailleurs, il y a des pays aussi qui reconnaissent l'avant-gardisme du Maroc en Afrique, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour ce pays, la Suède. Aujourd'hui, il faut essayer de mobiliser les Marocains, il faut essayer d'informer l'opinion publique marocaine sur la réalité, parce qu'on entend parler beaucoup de ce projet Ekia, machin, non, mais c'est pour ça qu'on est là, on essaie vraiment de mettre la situation à plat avec tous les faits. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui, il faut essayer, donc, comme je viens de dire tout à l'heure, la diplomatie, il y a un rôle engagé, donc la responsabilité de la diplomatie marocaine est engagée dans cette affaire. Il y a un vide diplomatique dans la région des pays scandinaves, les pays nordiques, au Danemark, en Lituanie, en Suisse. D'ailleurs, il n'y a pas d'ambassadeur. Je pense qu'il ne faut pas laisser la chaise vide. Il faut essayer de travailler avec une intelligence et avec une fermeté sur tout ce qui concerne les intérêts suprêmes du pays dans cette région-là. Donc il faut une mobilisation, il faut des intellectuels, il faut faire émerger, je pense, parce que quand on parle de l'université marocaine, il n'y a pas des spécialistes, des grands spécialistes de la question des pays scandinaves. Il y a aussi le Maroc, il est dans la méconnaissance totale de tout ce qui concerne l'histoire des pays scandinaves. Les échanges universitaires entre nous. Si on se connaissait mieux mutuellement, on n'aurait pas eu la connaissance crée ce qu'on appelle une télépathie diplomatique.
d'ailleurs, lorsqu'il y avait des problèmes entre le Maroc et la France, et les intellectuels, c'est ce mariage, cette symbiose existante qui a permis qu'aujourd'hui, on est dans une relation que les choses ils ont pris le bon sens. Aujourd'hui, je pense que la diplomatie marocaine, le Parlement marocain doit réagir, la société civile marocaine doit réagir, et aussi les intellectuels marocains doivent aussi réagir. Alors, la riposte diplomatique, il y a une délégation qui part dimanche. Hein, une délégation. Une délégation. Une délégation. Moi, à mon niveau, première délégation. Première délégation. Moi, à mon avis, j'aurais tendance plutôt à situer les responsabilités à plusieurs niveaux. Au niveau de l'État marocain, des ministères des Affaires étrangères marocains, sur la diplomatie politique de l'État lui-même, mais aussi j'aurais tendance à voir ça du point de vue aussi de la société civile. Nous n'avons pas, les sociétés civiles marocaines ne va pas vers les pays scandinaves pour leur expliquer, pour être là pour faire le contresens de ce que fait le Polisario dans cette région. Nous avons une diaspora marocaine qui est très forte dans les pays nordiques, dont nous n'oublions pas justement pour la question nationale. Les universités ne développent pas des programmes d'échange entre les universités nordiques et les universités marocaines pour leur expliquer cette épaisseur historique du problème et leur montrer que la question de Polisario, c'est une question qui est tout à fait montée par justement une géopolitique, une géostratégie qui émane des années 70-80, dont il n'a aucune raison d'être actuellement. Et troisièmement, pour la diplomatie économique est aussi très importante, parce que nous, pour la Suède, nous sommes un marché presque insignifiant, mais faisons en sorte que et moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas se mettre dans la logique de la guerre économique, c'est au contraire dans les échanges économiques pour montrer que le Maroc est ouvert, mais il est là pour défendre ses intérêts stratégiques avec la plus grande rigueur. Je vous ferai réagir, Nalogis. Pour faire face aux défis extérieurs, il est temps de dynamiser notre diplomatie dans tous les pays du monde. C'est l'occasion de dynamiser dans les pays où on n'a pas une forte activité diplomatique. Bon, vous l'avez dit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En même temps, la question est de savoir est-ce que le Maroc a eu raison de durcir le ton, d'adopter un discours de fermeté. De mon point de vue, oui, et pour 3 bonnes raisons. Parce qu'il y a un changement de ton. Qui a été inauguré par le roi Mohamed VI le 6 novembre dernier, à l'occasion du 39e anniversaire de la Marche verte. Le ton a été donné, le discours a été clair. Il y a aussi la question qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, c'est que le Maroc n'a plus à donner des gages de bonne conduite. Il est un modèle, on le présente comme un modèle de stabilité, de démocratie dans la région. Ce sont autant de bons points. Et enfin, on ne peut pas se prévaloir du statut d'exception tout en acceptant de rester le petit poussé de la région, le souffre-douleur de la région. Juste un petit mot pour terminer. Oui, alors juste dernière question. Je vais juste avoir votre réaction. Il reste 1 minute. Oui. Donc pour vous, bonne posture. Je suis en train juste de voir si on confirme tout ça. Moi, je pense aujourd'hui la culture scandinave est une culture qui est imprégnée par l'humanisme et l'existentialisme. C'est le temps aujourd'hui que l'opinion publique scandinave, l'opinion publique suédoise doit savoir que la question du Sahara marocain, c'est pas une question de frontières, c'est une question d'existence, c'est une question existentialiste. C'est la condition sine qua non pour réagir, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ce genre de problème, ce genre de crise ne se répète pas. Il faut mobiliser tout le monde et il faut vraiment aller expliquer, analyser, décortiquer avec eux aussi les problématiques de la région, au Nord-Afrique, en Afrique, la région au Proche-Orient. On sait que maintenant la Suède, Daesh touche aujourd'hui les jeunes, la jeunesse de la Suède. Il faut les expliquer. Le Maroc, il a une expertise très forte dans ce sens et je pense que c'est parmi les points qui peuvent essayer de faciliter les mécanismes de coopération et de facilitation de messages. Merci beaucoup, ça sera la conclusion et on conclut, ce sera quelque chose qui aborde dans ce sens d'un dernier tweet. La riposte, inviter ces mêmes ONG à visiter le Maroc et faire plus de forcing en communication en Suède. Voilà, merci en tout cas, j'espère que ça nous a permis de mieux comprendre la situation, parce que c'est vrai qu'on avait un peu beaucoup d'informations qui allaient. 60 minutes pour comprendre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Si vous êtes venu en route, ne ratez pas la rediffusion. Excellent week-end. À lundi.